Bonjour, je suis David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode consacré au continuum de sécurité. Bonjour David. Bonjour maître Jean-Baptiste Juzeau. Je suis heureux de vous avoir aujourd'hui avec moi pour ce premier épisode consacré au continuum de sécurité. Je voudrais rappeler ici à nos auditeurs que nous avons collaboré ensemble sur cet ouvrage qui s'appelle « La contribution territoriale au continuum de sécurité » et qu'il y a désormais un peu plus d'1 an et demi, je vous ai consulté pour vous confier la direction des travaux afin de promouvoir la compétence régionale en matière de sécurité privée. On peut peut-être raconter comment ça s'est passé. Ça me paraît une bonne idée. Allez, je vais raconter l'histoire. Parce qu'il faut raconter la petite histoire derrière la grande histoire. Absolument. Alors, c'était pendant le premier confinement. Juste avant. Coup de téléphone de David Ornus. Allô, on va pas perdre notre temps. Il faut qu'on profite du temps qu'on a avec le confinement. Est-ce qu'on ferait pas un livre blanc pour promouvoir les sociétés qui contribuent à la sécurité dans la région Rhône-Alpes? Et je me souviens de la commande, c'était il faut qu'on montre aux Parisiens et à tout le monde qu'à Lyon, on sait faire de la sécurité aussi bien privée, publique et qu'on travaille ensemble. C'était ça la commande du départ. Absolument. Je me souviens. Il faut remettre en perspective. Quelques mois auparavant, le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, avait annoncé la publication d'un livre blanc qui faisait suite au rapport Fauvergue-Toureau, député Alice Toureau et du député Fauvergue, qui est un ancien patron du RAID. Et au regard des circonstances politiques, l'agenda initialement prévu ne s'est pas appliqué. Et nous avons effectivement identifié un créneau espace-temps qui nous permettait de mettre à profit le début de la pandémie pour pouvoir occuper le terrain de la connaissance et aller expliquer ce que nous étions capables de faire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, c'est ainsi. En mars, je me souviens. Et l'idée qu'on avait eue au départ, c'était de se dire que ce qu'on sait faire en Rhône-Alpes sur un territoire donné, est-ce que ça ne pourrait pas servir d'exemple au niveau national? Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, ce livre blanc. On n'a pas trouvé le titre tout de suite. Au départ, on ne savait pas trop. On savait que c'était le continuum sécurité privée-publique qu'il fallait mettre en avant. Et on a commencé par faire un état des lieux. Et ici, il faut remonter aussi à la jeunesse, c'est qu'on collabore ensemble depuis plusieurs années. Et on était allés tous les deux à Washington. Absolument. On avait rencontré à l'époque des élus, membres de la Chambre des représentants, et puis des patrons de sociétés sécurité privées. Et on avait vu comment aux États-Unis ils travaillaient ensemble. On est allé ensuite ensemble, je me souviens, rencontrer le président de la commission de défense au Sénat. Absolument. Qui nous avait reçus. Et c'est là où on avait vu qu'il y avait quand même un gap. Un décalage. Entre ce que faisaient les États-Unis, c'est-à-dire comment ils collaboraient privé et public ensemble pour la sécurité globale, et qu'en France, il y avait une certaine frilosité. Voire parfois même une réticence. Ouais. Et c'était une question de culture. On s'était rendu compte que culturellement, pour les Français, la sécurité, c'est l'État. Et puis le reste, le privé, il a des miettes, j'allais dire, entre guillemets. Et c'est comme ça que ça a commencé. Absolument. Alors cette notion de culture de la sécurité ou culture du renseignement fera peut-être l'objet d'un podcast suivant, mais c'est un des aspects que cette contribution territoriale a souligné. C'est effectivement, à certains égards, une méconnaissance par le public de ce que fait le secteur privé, alors qu'à côté de cela, à contrario, il y a de très très beaux exemples, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'exemple du partenariat public-privé du groupe Ama Stadium, où effectivement, une emprise privée, en l'occurrence le Grand Stade, utilise les moyens du régalien pour assurer la sécurité lors de rencontres internationales. Alors ce qui est amusant, moi je ne suis pas rompu à toutes ces informations, et puis ce n'est pas forcément une culture que j'ai moi au départ sur la sécurité. Effectivement, lorsque on a décidé ce bouquin, ce livre, qu'on a appelé du coup Contribution territoriale au continuum de sécurité, on a commencé d'abord par aller voir les acteurs. Et c'est vrai qu'on a appris à marcher en marchant. C'est qu'on a découvert d'abord un premier qui nous a fait confiance. Il faut le dire, c'est quand même le directeur des relations extérieures de l'École nationale de police. Oui.
le commissaire Laurent Moscatello, voilà, qui nous a tout de suite lui, encouragé dans le projet. Il a vu l'intérêt. Il s'est dit, tiens, il y a des choses à faire. Et puis, de Moscatello, on était effectivement, je me souviens, on avait pris contact avec l'Olympique Lyonnais. Oui, et puis ensuite, M. Patrick Ojog. Et puis après, on a eu Ojog, qui est le patron de la sécurité du groupe Keolis, qui est un ancien aussi, un grand flic, qui est une gueule cassée, qui a été blessé plusieurs fois en opération, qui est un type qui met en application ça, puisqu'il était dans le public, il est passé dans le privé. Et donc ça, c'était les entreprises. On est allé voir les institutionnels, les élus. Ça aussi, ça a été intéressant de voir des élus locaux. Je pense à Monsieur Patrice Verchères, très vite, que nous avons rencontré. Qui était député à l'époque, qui maintenant n'est plus député, mais qui avait participé en son temps à la commission de défense. À la commission de défense, absolument. Et puis qui a eu sa casquette d'élu local. Oui. C'était intéressant de voir parce qu'il est maire de sa commune. Puis il est même président de Cours-la-Ville, je crois. Il est président d'une agglo. Et puis de fil en aiguille, donc on avait vu les entreprises, on a vu les institutionnels, et puis on a découvert qu'à Lyon, et ça aussi ça a été une vraie révélation, c'est qu'il n'y avait pas un, mais deux, trois, même plusieurs centres qui formaient les futurs responsables de sécurité. On est allé voir Lyon 3, Lyon 2. L'école de Bioforce. Bioforce, qui forme les logisticiens de l'humanitaire à Vénissieux, qui est une école qui a maintenant plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies. Et nous avons effectivement interrogé un de ces acteurs qui s'occupe des aspects de sécurité. Vous oubliez, Jean-Baptiste, lorsqu'on a interrogé les institutionnels, l'angle d'attaque a été le projet de pôle européen de sécurité globale. Effectivement, là, c'était Étienne Blanc qui, à l'époque, avait sa casquette de premier vice-président de la région. Qui nous a parlé de l'implication qu'il y avait à la région, effectivement, et la boucle était bouclée, j'allais dire, sur un seul territoire, on avait trouvé tous ces acteurs. Alors certains ont des noms qu'on connaît dans la région Rhône-Alpes, comme je pense à Biblos, par exemple, où là c'est un partenariat public-privé, où c'est la mairie de Lyon qui fait appel à une entreprise privée au moment de la Fête des Lumières. Absolument. Et puis le Groupama Stadium, c'est l'inverse, c'est un partenariat privé-public, où c'est la puissance privée qui fait appel à la puissance publique, etc. Et on s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est que il y avait une méconnaissance, au-delà de ces gens qui traitaient de la sécurité au quotidien, une méconnaissance du grand public et une méconnaissance des autres entreprises qui n'avaient pas conscience qu'elles avaient ou elles auraient un jour à faire appel à de la sécurité, mais qu'elles n'avaient pas le réflexe d'aller voir les entreprises locales. Il y avait ce côté-là. Et puis alors, on peut le dire aussi, ce qui a été un peu la cerise sur le gâteau, il y en a eu deux de cerises. Il y en a une au début, c'est lorsque Alice Touroud, donc, qui est députée de la Drôme, qui est sur notre territoire, qui avait été rapporteur de la loi à l'époque sur la sécurité globale. Et qui est co-auteur avec le commissaire Fauvergue. Et donc elle a fait la préface de ce livre, et puis on peut le dire aussi, parce qu'on est entre nous là. Le 28 juin, le dernier jour de son mandat, on a reçu la contribution de Gérard Collomb, qualité de maire, parce que c'était son dernier jour de maire, qui nous a envoyé sa contribution et qui, lui aussi, nous a expliqué combien, quand il était ministre de l'Intérieur, puis après maire de Lyon, il avait œuvré à ça. Alors ça a été la première partie de la commande que vous m'aviez faite. C'était réunir, donc Corpsguard soit un petit peu à la croisée de tous ces chemins-là. Et puis après, la question était de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ce... Tout à l'heure, vous avez parlé de connaissances. On a fait sortir des propositions, des choses comme ça. Et ça a été la deuxième phase dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire que cet ouvrage-là, modeste ouvrage, qui est fait, et je dois le dire aussi avec vos moyens, c'est quand même vous qui avez financé tout ça, aujourd'hui est un outil, alors c'est un mot qui fait peur, mais d'influence et de lobbying, et c'est là où je reprends ma casquette d'avocat lobbyiste, où c'est avec ce document qu'on va voir des parlementaires à qui on a remis le livre, pour essayer de faire naître chez eux, allumer une petite lumière en se disant, tiens, effectivement, il y a un savoir-faire français, et je me souviens que vous m'aviez dit, on a une échéance à terme, donc à très court terme, c'était de sortir ce livre, et on l'a fait en moins de 3 mois. En moins de 3 mois, et puis il est sorti juste avant, à quelques jours près, juste avant le livre blanc national. Donc voilà, et puis à plus long terme, vous m'aviez dit, et c'est aussi les discussions qu'on a eues avec tous nos interlocuteurs, je pense à Biblos, ou je pense à d'autres entreprises, ou Vinci Airport, Marcolac, qui nous a dit, il y a quand même 2 grandes échéances où la France va devenir le centre du monde, et les questions de sécurité vont revenir sur la table, c'est la Coupe du monde de rugby en 2023 et puis les JO 2024. Absolument. Et l'idée, c'est de se dire comment, pour ces échéances-là, est-ce que les acheteurs publics auront le réflexe et pourquoi ils devraient aller vers des entreprises françaises. C'était ça, je crois. Alors, absolument. L'idée, c'était de promouvoir avec ce document, promouvoir la réflexion régionale et le savoir-faire régional, parce que nous avons ici, en région Auvergne-Rhône-Alpes, un véritable écosystème. C'est vrai que Lyon
Lyon-Capitale, comme on aime à le dire ici, mais Lyon est quand même un centre névralgique avec une véritable confluence matérialisée par les deux fleuves, par le Rhône et la Saône, et puis une école de police nationale, Interpol, un centre académique avec Lyon 2, Lyon 3 que vous avez cité, un laboratoire P4, une base OTAN, et un certain nombre d'interlocuteurs, comme un grand stade, et puis bien sûr un aéroport international, et un certain nombre d'interlocuteurs publics et privés qui sont impliqués dans le continuum de sécurité. Et l'idée, c'était aussi de promouvoir au niveau national ce savoir-faire régional et de proposer peut-être de dupliquer ce qui se fait bien ici dans d'autres régions ou à d'autres niveaux. Et effectivement, avec la perspective de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques 2024, il y a matière à réflexion et il y a matière à utiliser ce qui se fait bien quelque part pour le dupliquer ailleurs. Et c'est un peu l'objet de notre discussion. J'ai envie de dire que le mot influence, moi, il me fait pas peur. Influencer, ça veut dire modifier la perception. Et aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il faut qu'on modifie tous un peu notre perception. Ce qu'on a découvert aussi dans ce livre, et ça, c'était assez intéressant. Je me souviens des échanges que j'ai eus avec Patrice Ojog, le patron de Keolis. Alors, Keolis, c'est la société qui gère les transports de l'agglomération. Et je me souviens que lui, il a beaucoup insisté sur le fait qu'effectivement, il y avait des acteurs qu'on connaissait, des institutionnels, mais que chaque citoyen était acteur de la sécurité. Et ça, au dire de Patrice Ojog, c'est pas forcément une culture qu'on a en France. C'est-à-dire est-ce qu'on a le réflexe de repérer des comportements qui pouvaient être potentiellement dangereux? Est-ce qu'on a le réflexe d'informer? Alors tout de suite, on a des mots qui arrivent, c'est de la dénonciation, c'est de la délation, des choses comme ça. Et donc, il y a vis-à-vis du grand public, je pense qu'il faut que les mentalités évoluent. Donc ça, c'est une part importante et c'est aussi l'objet de ce podcast. C'est que j'espère que ça va faire naître... je regarde nos interlocuteurs, mais que ça va faire naître chez certains l'idée d'aller plus loin, d'essayer de comprendre comment on peut être acteur, aussi bien quand on est étudiant, quand on est chef d'entreprise, etc. Et puis l'autre cible, moi, que je vois, c'est aussi d'aller tirer la manche de ceux qui font la loi, la norme. Et là, je reprends ma casquette d'avocat lobbyiste. C'est comment on peut faire pour que la loi, demain, soit favorable aux entreprises qui respectent des normes, qui sont vertueuses, qui ne sous-traitent pas à 15 niveaux, etc. Voilà. Et là, les gens qu'on a rencontrés, ceux que vous m'aviez, c'était votre réseau à vous, au départ. C'est des gens qui respectent ça, quoi. Absolument. Tout à l'heure, nous aurons Jamie Williamson, qui est le secrétaire général de l'International Code of Conduct Association, que vous avez interrogé dans ce document. ICOCA, absolument. Et ICOCA est une initiative qui vient de l'industrie privée, qui a souhaité s'auto-réguler, en fait, et mettre en place un système de contrôle des entreprises de sécurité privée, afin que l'amalgame ne soit plus fait entre les entreprises de sécurité privée et d'autres entreprises que l'on appelle aujourd'hui entreprises militaires privées et qui ne sont pas du tout dans le ressort et dans le type d'activité que nous faisons, nous, dans l'industrie privée de la sécurité. Et ICOCA appuie son action sur le respect du document de Montreux, le respect du droit humanitaire, le respect du droit international, l'égalité de traitement femmes-hommes et la mise en place de prestations de services de sécurité responsables qui permettent, notamment dans des pays en crise ou dans des pays à basse gouvernance, de garantir que les salaires que l'on propose à nos opérateurs ou à nos collaborateurs leur permettent de nourrir leur famille et d'assurer l'éducation aussi à leurs enfants afin de s'inscrire dans une démarche vertueuse. C'est donc ainsi que cette contribution qui partait du niveau régional a souhaité avoir une perspective et une résonance nationale en s'appuyant aussi sur la culture internationale qui aujourd'hui promeut une bonne gouvernance en matière de sécurité privée. Alors ce qui est intéressant, vous parlez d'ICOCA, là on a vu donc Jamie Williamson, c'est à 150 km d'ici parce que c'est à Genève, donc j'allais dire c'est presque le même territoire. On s'est posé la question, je me souviens lorsqu'on avait, on a listé un peu, alors là je m'amusais à regarder, on a même eu des officiers de police, des syndicats de police, on a eu des représentants de l'IHEDN, je pense à mon confrère Beckensteiner qui est responsable de l'IHEDN. Donc on a vu vraiment des acteurs locaux et on s'est dit est-ce qu'on pousserait pas un peu le territoire jusqu'à Genève? Et quand on passe la frontière, donc il y a ICOCA, cette organisation internationale aujourd'hui qui est reconnue comme organisation internationale absolument par la République suisse. Donc c'est intéressant de voir, mais ce qu'il y a aussi, ce qu'on a découvert, et ça aussi ça doit interpeller, c'est que les Anglais sont partenaires de cette association. Les Suédois, différents pays dans le monde. Et la France est absente. L'Allemagne, absolument. 7 pays sont contributeurs ou participent à l'initiative ICOCA. Et la France, malheureusement, j'allais dire une fois de plus, et je vais m'engager, même si ça ne va pas faire plaisir, mais la France, une fois de plus, brille par son absence. Brillait, parce qu'on espère
que les choses évoluent, mais on le sent bien. Là, ça serait intéressant si on peut, avec nos auditeurs, échanger avec Jamie Williamson, qui nous explique, lui, pourquoi ils ont créé ça et pourquoi il y a des réticences. Et je crois qu'on en revient toujours à cette question de culture qui n'est pas partagée en France sur ce sujet-là. Mais la nécessité fait loi, comme on dit. Oui. Il est possible qu'à terme, nos dirigeants... Je sais qu'ICOCA est engagé dans une démarche auprès du gouvernement et des institutions françaises pour essayer de les ramener, de les amener à contribuer à cette initiative. Après, il y a un autre sujet qui a été soulevé aussi dans les conclusions et dans les synthèses de cette contribution, c'est que quel que soit le niveau de gouvernance, d'éthique, de bon comportement que l'industrie privée de sécurité met en place, bien souvent, les acheteurs continuent soit à aller au moins 10 ans, soit à ne pas prêter beaucoup d'attention aux garanties normatives que les entreprises de sécurité privée qui sont membres d'ICOCA amènent et proposent. Les acheteurs, ce sont les collectivités. Les donneurs d'ordre, ça peut être des clients, ça peut être des donneurs d'ordre publics ou privés, et ça peut être des ONG qui achètent souvent de la prestation de sécurité dans des environnements parfois dégradés. Et on a vu que sur certains cas, la sélection de prestataires de sécurité qui ne répondaient pas aux standards internationaux pouvait avoir des répercussions immédiates et dramatiques sur l'image de marque, sur la réputation. Je pense à une grande société commerciale française qui fait de la grande distribution, qui a eu un problème au Brésil, où lors d'une intervention sur une personne violente dans un centre commercial, les agents de sécurité ont été filmés et la personne est décédée. Et il s'est avéré que la sélection du partenaire, du prestataire local, n'avait peut-être pas répondu aux standards que ICOCA, les entreprises de sécurité qui sont membres de cet organisme, souhaitent promouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, alors ça, moi je ne serais pas capable de répondre, mais qui a signé cette charte en France? Quelles sont les sociétés qui l'ont... Alors aujourd'hui, il y a la vôtre. Aujourd'hui, il y a quelques sociétés françaises qui sont affiliées ou membres certifiés de ICOCA. J'ai certains confrères parisiens et je crois que de mémoire, nous sommes 4, incluant ma société. D'accord. Donc ce n'est pas une dynamique qui a suscité un engouement des entreprises de sécurité privée françaises pour rejoindre cette initiative d'autorégulation de l'industrie privée. Alors que l'ensemble des entreprises anglo-saxonnes, australiennes, j'ai un partenaire, un confrère du Ghana qui est membre, des entreprises danoises, suédoises, palestiniennes aussi, libanaises, et bien évidemment le volume d'entreprises françaises qui se rend à l'Assemblée générale annuelle quand celle-ci peut avoir lieu à Genève, indépendamment de la pandémie, finalement, on est quand même très, très peu nombreux. Et ça serait quoi, alors, la solution pour que les acheteurs français se tournent vers ces sociétés? Il faudrait faire reconnaître ce label Alors, il faudrait effectivement mieux communiquer peut-être sur le label et expliquer aujourd'hui que la sécurité privée a mis en place des standards normatifs qui garantissent le respect des normes et des lois internationales et qu'aujourd'hui, un donneur d'ordre ne peut plus se permettre d'avoir un souci avec un prestataire externe de sécurité et ne peut pas se permettre de se voir reprocher de ne pas avoir sélectionné correctement son prestataire. Et aujourd'hui, avec la vitesse des réseaux sociaux et leur puissance, la moindre erreur de la part d'un donneur d'ordre qui pourrait être un petit peu connu et qui pourrait avoir un peu d'envergure pourrait avoir des préjudices et des conséquences désastreuses sur son, on peut que sur s'en réjouir, son modèle économique. Porter à la connaissance bien évidemment. Ouais, c'est important. Il va y avoir une suite ou pas? Maintenant, c'est moi qui pose ces questions. C'est quoi la suite? Si vous vous rappelez bien, nous avions envisagé une suite. Ouais. Nous avions envisagé d'aller dupliquer cette contribution territoriale à d'autres régions en identifiant un certain nombre d'acteurs et de réinterviewer dans d'autres régions une vingtaine d'acteurs publics, privés, institutionnels pour continuer la dynamique et la réflexion. Et il a même été envisagé, à un moment, rappelez-vous, on en avait parlé, de créer un centre de réflexion. Ouais, effectivement. Voilà. Alors on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais ce think tank, puisque c'est la terminologie usitée aujourd'hui, est en cours de création. Et ce sera l'objet d'un podcast ultérieur, j'imagine. Mais effectivement, un certain nombre d'initiatives se sont fait jour depuis que nous avons publié ce document. Bon, en tout cas, j'ai eu plaisir à le faire parce qu'on est vraiment au cœur de... Oui, c'est ça, il y a eu une analyse de la situation et ça a été ces déplacements qu'on a fait à Washington ou à Paris pour rencontrer à différents niveaux. Une analyse de la situation des acteurs locaux. Et puis là, on a la preuve qu'il y a quand même un savoir-faire régional. Oui. Et donc j'invite tout le monde à le télécharger. C'est continuum-sécurité.fr. C'est bien, vous avez bien appris votre leçon. Continuum-sécurité.fr. C'est ça. Continuum-sécurité.fr. La publication est téléchargeable gratuitement. Et ce que l'on peut faire désormais, c'est peut-être pour poursuivre nos échanges. J'avais prévu d'inviter Jamie Williamson de ICOCA. Ouais. On peut peut-être
s'occuper de le contacter en faisant 5 minutes d'intermède musical. Et puis on le retrouve tout à l'heure. Ouais. Merci en tout cas de m'avoir invité. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Et puis je suis content aujourd'hui de se rendre compte que finalement on a réussi un peu notre pari. On a réussi notre pari, c'était un challenge audacieux. On a été très rapidement encouragé. Vous avez cité le commissaire Moscatello, mais monsieur Patrick Ojok nous a aussi très vite assuré de son soutien. Et de fil en aiguille, les portes se sont ouvertes et nous avons fait jouer nos réseaux pour que de fil en aiguille, nous ayons les acteurs principaux. Il y en a certainement d'autres qui n'ont pas voulu répondre immédiatement ou qui se sont interrogés sur la pertinence de ce document. On ne les citera pas ici, mais certains nous ont un petit peu manqué. C'était aussi peut-être l'idée de faire un tome 2 en interrogeant ceux qui, sur la première mouture, n'avaient pas osé s'impliquer à nos côtés. Non, puis la suite, moi, que j'imagine aussi, c'est qu'on a quand même tiré la manche de 2 acteurs importants. Alors Gérard Collomb, qui aujourd'hui est plutôt à la fin de sa carrière politique, c'est pas l'insulter que de dire ça. Par contre, Alice Toureau, qui est une jeune députée, avocate elle aussi, qui est très impliquée dans les questions de sécurité. Et moi, j'ai trouvé intéressant que cette nouvelle génération d'élus, au-delà des étiquettes, parce que ça a été assez agréable, on a interviewé des gens de tous bords, Alice Toureau a vraiment une oreille attentive. Et moi, j'espère, et c'est à nouveau le lobbyiste qui parle, que ce qu'elle nous a dit et ce qu'on est arrivé à coucher sur le papier puisse aller inciter d'autres élus à s'intéresser à ces questions. Oui. Et puis, il va y avoir la campagne présidentielle. Donc c'est pas impossible que ces questions, et même j'en suis certain, soient au cœur du débat. L'ensemble des contributeurs sont tous unanimes. Les questions sécuritaires vont être au cœur du débat des prochaines présidentielles. Donc je pense que notre ouvrage est tombé à point nommé et que nous ne nous sommes pas trompés de tempo. Ce que je vous propose, vous restez avec nous pour discuter avec Jamie Williamson, que l'on va retrouver via un petit zoom. Jean-Baptiste Juzeau, merci pour cet échange autour de notre contribution territoriale sur le continuum de sécurité. Je vais désormais me tourner vers Jamie Williamson, notre premier invité pour ce premier podcast Checkpoint, dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Jamie Williamson, vous êtes le secrétaire général de ICOCA, International Code of Conduct Association, et vous nous avez fait, il y a désormais 1 an, l'honneur de contribuer à cette contribution territoriale, et vous aviez axé votre intervention sur la nécessité de la promotion d'une bonne gouvernance et de prestations de services de sécurité responsables. Je vous invite peut-être à nous réexpliquer qui vous êtes et que fait ICOCA et quel est son rôle dans la régulation de l'industrie privée de la sécurité. Jamie, c'est à vous. Je vous remercie. Merci pour l'invitation. Vous m'entendez bien? C'est parfait pour nous. It's okay. Merci pour l'introduction. Donc, je suis le directeur exécutif de l'ICOCA, une association interpartite qui a été créée en 2013, qui regroupe des parties prenantes, dont des gouvernements, des entreprises de sécurité privées, ainsi que des membres de la société civile et des observateurs qui incluent des experts, des académiques, des donneurs d'ordre, des clients. L'association a été créée comme le mécanisme de gouvernance pour la mise en œuvre d'un code de conduite international qui a été créé en 2010, de nouveau avec des gouvernements, des entreprises de sécurité, des ONG, pour gérer les actions, les opérations et les standards des entreprises de sécurité dans des zones à haut risque et complexes en particulier. Super, merci beaucoup. Alors, d'ores et déjà, et M. Jean-Baptiste Juzeau ne va pas manquer de rebondir avec moi, vous avez annoncé qu'il y avait dans cette association multipartite la société civile, le milieu académique, les ONG et les gouvernements. Pouvez-vous aujourd'hui nous préciser quels sont les gouvernements qui sont impliqués dans ICOCA, s'il vous plaît? Pour l'instant, les gouvernements les plus actifs sont ceux qui étaient présents au tout début du processus, lors du développement du code et de la mise en œuvre de l'association. Donc, pour l'instant, nous avons 7 gouvernements: le Royaume-Uni, les États-Unis, la Norvège, la Suède, le Canada, l'Australie et la Suisse. La Suisse étant le pays hôte. Et des membres des gouvernements sont aussi représentants de notre gouvernance de l'association. Jamie, moi, j'avais une question, parce que, pour que nos internautes le sachent. Donc, on s'est rencontrés lorsqu'on a
rédigé la contribution territoriale au continuum de sécurité, puis vous étiez notre hôte d'honneur, parce que vous étiez le seul qui n'était pas exactement sur le territoire, et puis en plus à l'international. Vous avez cité plein d'États anglo-saxons pour la plupart. Comment vous expliquez que la France ou les pays latins, je pense, alors les Allemands ils appellent ça les pays du Club Med, mais Italie, Espagne, France, Grèce, pourquoi les pays du sud de l'Europe ne participent pas à votre association alors que leurs entreprises sont présentes un peu partout dans le monde? Je pense à Securitas pour les Espagnols, mais il y en a d'autres pour la France, etc. Donc c'est des pays qui sont concernés par ces opérations-là, qui contribuent à la sécurité privée. Pourquoi ils ne signent pas? Pourquoi ils n'adhèrent pas à votre code de conduite? Est-ce que c'est une question de culture? Tout à l'heure, on a évoqué ça avec David. En France, on a un problème de culture, mais est-ce que ça voudrait dire que les Espagnols, les Italiens ou d'autres n'ont pas non plus cette culture? Je pense que c'est plutôt une question de réticence et d'opacité dans certains domaines. Mais aussi, si on regarde un petit peu le génésis de la création de la code de conduite, c'était vraiment suite aux opérations d'entreprises de sécurité privée anglo-saxons, en particulier en Irak, en Afghanistan, en Somalie. Donc, c'était vraiment un domaine, un milieu qui était vraiment dominé par les entreprises de sécurité anglo-saxonnes. Et donc, il y avait l'intérêt de la part des gouvernements tels le Royaume-Uni et les États-Unis de faire mieux, s'agissant, parce qu'il y avait une certaine pression qui venait vers eux de la part de la Croix-Rouge. De l'opinion publique même, parce qu'il y a eu des reportages qui étaient dévastateurs. Les ONG, on a vu pas mal de procès aux États-Unis aussi, des demandes éventuellement en termes des craintes qu'il y avait le manque de punition. Il y avait une certaine impunité dans ce domaine aussi. Et des allégations de crimes de guerre, de violations des droits de l'homme. Donc vraiment, le débat au tout début était focalisé sur plutôt les enjeux des entreprises de sécurité privée et ces entreprises plutôt anglo-saxons, bien que leur personnel était un mélange d'individus de nationalités. Ce n'est pas que des Britanniques et des Américains et des Canadiens là-dedans. Et avec un peu de recul maintenant que, j'allais dire, la tension est un peu retombée, que les choses se sont un peu assainies, pourquoi la France en particulier, ou peut-être qu'elle est en train de le faire, je ne sais pas où vous en êtes dans vos discussions avec le gouvernement français. Moi, ça m'intéresse parce que ça a été évoqué lorsqu'on a ensemble échangé et puis on a rédigé ce livre. C'était au moment de du premier confinement. Est-ce que désormais, vous avez une oreille plus attentive des responsables français, des élus français, ou pas du tout? On a des assez bonnes relations avec la mission permanente de la France ici à Genève, ainsi que des relations à Paris, Quai d'Orsay, etc. Mais je crois qu'un petit peu la difficulté en France, et comme pas mal d'autres pays, c'est un petit peu la complexité du domaine. Les parties prenantes ne sont pas que seulement les gouvernements, les représentants, les élus, mais on a aussi les parties prenantes étant les donneurs d'ordre, les grandes entreprises qui recrutent et qui utilisent des compagnies de sécurité dans différents domaines, les entreprises de sécurité elles-mêmes et la pression qu'elles subissent pour adhérer au code, et puis l'opinion publique. Et si on regarde vraiment l'opinion publique en France, en contraste à ce qu'on voyait au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a très peu d'intérêt sur ce qui se passe s'agissant des entreprises de sécurité, le domaine de sécurité, que ce soit sur le territoire français, mais en particulier à l'étranger. Si on regarde un petit peu les évolutions au Mozambique, à Cabo Delgado, il y a des entreprises françaises dans ce coin-ci. Si on regarde ce qui se passe en Afrique centrale, si on regarde la fin des opérations Barkhane et un petit peu le resetting des enjeux dans cette région-là, on voit des entreprises de sécurité, on voit des enjeux pour les... On est en train de perdre... débat et de transparence ou d'une confiance pour sortir un petit peu des bois et discuter de ce qui se passe dans ces zones-là. Donc vous pensez, je ne veux pas accaparer la parole, mais vous pensez qu'à terme la France adhérera ou ça commence? Est-ce que vous trouvez que la culture, la mentalité française est en train d'évoluer sur ce sujet-là? De nouveau, je dirais oui et non. Ça dépend un petit peu des points de pression. Ça dépend aussi de la reconnaissance qu'il faut faire mieux. Donc, si je regarde éventuellement ce que font des entreprises de sécurité privée qui adhèrent au code et qui sont devenus membres de l'association, eux, ils mettent une certaine pression sur les élus, sur les donneurs d'ordre, pour reconnaître qu'il y a une meilleure vigilance qui est demandée de la part des uns et des autres, qu'il y a des besoins d'une meilleure gouvernance et qu'il y a un besoin d'une certaine accountability, comme on dit en anglais, s'agissant des actions des entreprises de sécurité dans les territoires, en particulier à l'étranger. Côté judiciaire, il y a une loi sur la vigilance en France depuis 2017. Il y a une pression qui sort éventuellement de l'Union européenne avec le développement d'une vigilance mandatoire de la part des uns et des autres.
Et donc, normalement, il devrait y avoir une pression sur les autorités, mais aussi sur les entreprises sur le territoire français à travers cette directive de l'Union européenne. Là où ça bloque un petit peu, et c'est là où il y a un petit peu de débat, c'est pas qu'en France, c'est les donneurs d'ordre. Est-ce qu'eux, ils voient le plus-value de faire mieux, ou est-ce qu'ils vont faire le minimum? Comment est-ce qu'ils perçoivent les risques associés à la sécurité? Quand ils discutent de ce qu'ils font pour améliorer les standards, est-ce qu'on voit ça vraiment? Est-ce qu'il y a une vraie mise en œuvre? Et il y a cette réticence presque d'avoir ces débats. Et peut-être que c'est le contraste en termes de tradition. Aux États-Unis, on a ces débats. C'est ouvert, c'est critique à pas mal de niveaux. Mais je ne reconnais pas le même niveau de débat sur le territoire français. Peut-être que grâce à ce podcast, j'espère qu'on y contribuera, effectivement. Et juste pour rebondir, en fait, ce que vous dites, c'est aujourd'hui, les donneurs d'ordre ne regardent que le plan financier, c'est-à-dire on va au moins 10 ans, c'est ça? Dans pas mal de secteurs. Oui. C'est le plus-value. La question se pose assez souvent quand nous, on parle avec des donneurs d'ordre et des entreprises de sécurité, ainsi que des gouvernements, mais en particulier ces deux premiers, la question est toujours le plus-value. Ce n'est pas un plus-value en termes de, bien sûr, il faut respecter les droits de l'homme, bien sûr, il faut avoir des standards, bien sûr, il faut reconnaître qu'il faut avoir des standards minimum à tout niveau. C'est plutôt, quel est le plus-value commercial? Et la réaction, on pourrait dire, mais le plus-value commercial d'avoir un respect des droits de l'homme est évident. Et au-delà de ça, ce n'est pas juste le plus-value commercial, c'est l'obligation préexistante. Les droits de l'homme doivent être respectés. Ce qui est dans la code de conduite, ce n'est pas du nouveau. Ce que j'entends, c'est qu'il y a bien aujourd'hui une obligation de gouvernance. De bonne gouvernance. De bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance, vous en faites la promotion, ainsi que les entreprises qui adhèrent à l'association. Et malheureusement, c'est un petit peu le constat que nous avions fait dans le document, et après nos échanges, c'est que les donneurs d'ordre n'ont pas toujours conscience du degré d'exigence qu'ils doivent désormais demander à leurs prestataires. Certainement. Et puis, cette bonne gouvernance, ça traverse pas mal de domaines. Ce n'est pas que seulement sur des questions comme l'utilisation de la force ou la détention, l'appréhension des individus. C'est des choses de base. Sur les salaires des employés, sur la gestion des sous-traitants, sur le respect et le dialogue avec les communautés locales. Des choses de base qui manquent assez souvent dans ce secteur. L'égalité de traitement femmes-hommes aussi, oui. Est-ce que Jamy, il y a peut-être un biais, c'est ça qui est bien dans un podcast, on peut réfléchir à voix haute. En France, il y a une vraie tendance actuellement. Il y a de plus en plus de colloques qui tournent autour de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On entend beaucoup de chefs d'entreprise, des jeunes, souvent de la nouvelle génération, qui s'engagent dans ce biais-là, sur l'égalité, effectivement, sur le why. C'est Simon Sinek qui a développé ça. Pourquoi je fais ça? Le sens de l'entreprise, se poser cette question. Est-ce que ça ne pourrait pas être un biais intéressant pour vos entreprises de se dire que respecter le code de conduite, c'est la meilleure façon d'appliquer la RSE dans son entreprise? Oui, et ça va au-delà. Ce n'est pas juste la meilleure façon, c'est de le faire concrètement. Parce que je prends des termes en anglais, et comme c'est un podcast, je vous laisse traduire. Sustainable Development Goals, SDGs, ESG reporting, tout ce qui est pour les boîtes financières, les banques, etc., sur les normes qui sont un petit peu corporate social responsibility, mais ça regarde l'environnement, la bonne gouvernance, les trucs, la transparence, ce que vous dites là, c'est la transparence. Et donc, dans pas mal de domaines, tout ce qui est corporate social responsibility, on voit des entreprises qui ont pris cette responsabilité. Les polices sont en place, les documents existent, les déclarations sont faites par l'exécutif les uns et les autres. Mais ce qui manque, c'est vraiment, est-ce qu'il y a cette mise en œuvre? Est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on doit faire dans tout ceci? Est-ce qu'on comprend, par exemple, de l'élément sécurité, que la discussion, parce que le domaine de sécurité est assez souvent mis à l'écart. C'est un domaine de service. Et on ne voit pas vraiment ce qu'ils font et l'impact des opérations dans le supply chain. Donc, c'est plutôt d'intégrer, d'avoir une meilleure discussion, un meilleur débat plus concret sur ces choses-là, mais aussi cette visibilité sur l'impact positif. Que ça soit transverse et non pas une fonction support, c'est ce que vous dites. Oui, complètement. Et des polices et déclarations de la gouvernance d'une grande entreprise, c'est bien. Mais est-ce qu'on voit vraiment cette mise en œuvre? Est-ce qu'on voit une compréhension de ce que ça veut dire? De dire, we have corporate social responsibility principles. Très bien, merci beaucoup. Merci Jamy. Moi j'espère en tout cas que votre contribution à la contribution va
SME ici en France. Qui permettent d'éclairer un peu les esprits des décideurs. Et j'invite vraiment ceux qui nous suivent à aller voir l'interview de Jamie qui est contenue dans cet ouvrage, donc continuum-sécurité.fr, et vous verrez, c'est un peu ce que nous a expliqué Jamie, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'on a écrit ce livre, et nous on espère en tout cas que les choses avancent dans le bon sens. On vous souhaite bonne chance. Moi, en tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos relations avec les élus français. Et j'espère que vous serez entendus. En plus, il y a la campagne des présidentielles qui débute. Ça peut être l'occasion de remettre ça sur la table. Il y a une opportunité immense pour les entreprises de sécurité françaises. Voilà, c'est un petit peu le sujet c'est un petit peu l'objet de la conversation que nous avons eue avec Jean-Baptiste Jou jusqu'à maintenant. Jamie, je vais vous garder en ligne parce que vous avez évoqué le Cabo Delgado et je vous propose ainsi qu'à nos auditeurs de rejoindre notre deuxième invité, Pedro. Donc nous allons faire la petite pause technique qui s'impose pour pouvoir activer le Zoom et on vous retrouve juste après. Moi je vous dis au revoir parce que Maître Juzo, merci. Mes compétences. Merci de votre participation à ce premier podcast qui est une première, je dois le dire. Merci à notre équipe technique qui nous a tout installé aujourd'hui. Et Maître Juzo, je vais vous libérer en vous remerciant de nouveau d'avoir dirigé cette contribution et ces travaux avec l'efficacité que nous vous connaissons. Livre blanc, donc j'invite tout le monde à le lire et vous retrouvez Jamie dans cet ouvrage, mais ainsi que beaucoup d'autres acteurs français pour le coup. Super. Merci Jamie. Thanks. Merci Jamie, à tout de suite. Merci beaucoup. Vince, my friend, how are you? Yeah, well, and you, mate? How's it going? I'm fine, thank you. It's going great. What I can suggest, I know you are pretty on the rush in South Africa, actually. So as you are nice enough to give us some of your very precious time, would you please right now give us a small and a quick assessment of what's going on in your country and particularly in your city, please, Vince? And I remember the people who are following us. We are now with Vince Sward, executive of Saraband, a private security company based in South Africa. Vince, you can talk whenever you want, please. Yeah, Dave, good to hear from you, mate. Yeah, I mean, I don't know how much you guys are getting in your sort of media about what's going on this side, but there's been some political unrest of late with former President Jacob Zuma being incarcerated sort of mid last week. And initially there was some few groups that started mobilizing to protest his incarceration, and this has now escalated into large scale civil unrest and rioting where we have large groups of rioters mobilizing and damaging property and infrastructure. I think at the moment, I'm in the car right now, but the last I saw, there were 45 people dead. We've got police injured. We've got the National Defence Force deployed at the moment. They were deployed last night. The president announced last night that they were going to deploy the National Defence Force because really the police is at the moment just not capable of handling the situation. Okay. Well, thank you for this update. Would you still have some few times to explain us perhaps what is your company providing as services to your client, please, Vince? Yeah, sure, Dave. Yeah, so I mean, in this particular situation, we have corporate clients sort of based nationally, and of course, these clients have assets and interests both in most of the major cities in South Africa and also in some of the outlying areas. So at the moment, we've been requested to mobilize or engage some of our intelligence networks. We have set up a platform, a communication platform that we use to communicate to our corporate clients and especially their crisis teams. And that's specifically to set up an alert channel for riots that are flaring up in specific locations, and really just to feed them the intelligence in terms of what's happening at the moment.
Okay, thank you very much, Vince. You know, we are in Zoom meeting with Jamie Williamson from International Code of Conduct Association, and Jamie is raising his hand. It seems he has a question for you. So, Jamie, you can ask your question to Vince, who is actually in South Africa and managing the ongoing situation in this country. Thanks, Dave. Vince, hi, Jamie here. Hey, Jamie. Just a quick question. I lived in South Africa for a number of years, and of course we do deal with a number of South African folk on our security stuff. There was actually an interesting piece came out in a newspaper, declarations from your defense minister, who was effectively saying that private security are better armed than the law enforcement folk, and they should step up and help out. Do you see that evolving? Yeah, mate. I mean, we do. We at the moment, it's sort of gone beyond that, where we have civilian groups that have been mobilizing. There's a lot of footage coming through and reports coming through of groups, civilian groups that have mobilized with private security firms, and really they've really taken their own security in their own hands. They've set up roadblocks into residential areas where motorists are being questioned about their movements, and where they aren't residents, they're not being allowed to pass. So, but with that also, we've seen reports of some of these civilian groups and private security firms, as you say, taking the law into their own hands, and we've seen reports of these groups firing on looters and rioters and so on. So, I mean, it really brings with it its own set of problems. I think it just sort of highlights the situation we've got in the country with the police, where they're responding, but their numbers are just not sufficient, and it's they're not really reacting once on the scene because they're being outnumbered. Now, and from what we're hearing, the Defence Force, their role will mainly be to provide presence and to provide security for the police to then be able to do their job. Well, thank you, Vincent. I know you are very much under rush and under great pressure, so please be safe, my friend. We know each other since a long time now, and I know you are a great expert. Thank you, Vince Swart from Sarabon in South Africa. If you are still a little bit available, you can stay with us because we are going now to speak about Cabo Delgado, and I know you've been involved in those kind of area recently. And I am welcoming now Pedro. Pedro, bonjour. Pedro, je vais vous laisser la parole. Alors, nous sommes toujours avec Vince. Vince, feel free to go out of the meeting when you need, but feel free to stay with us. I suppose the first question is this part going to be in English or in French? Both. So you'll have. Well, listen, you know my French is not very good. No. But you can remain if you want, because Jamie can speak English with you and you can interact. But feel free to leave the meeting. I know you are very busy. And thank you again, my friend. And please be safe. I'm going to jump off, David. Okay. It's a big pleasure, and talk to you soon. We'll talk again the next time. Thank you, Vince, for your time, and please be safe and take care. Bye bye. Thanks, David. Bye bye. Bon, voilà, Jamie, Pedro, nous allons donc pouvoir continuer en français sur ce premier podcast Checkpoint dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Et j'accueille désormais Pedro. Pedro, nous nous connaissons depuis très longtemps, même si nous n'avons pas eu l'occasion de travailler souvent ensemble. Mais merci de votre fidélité. Je sais que vous êtes revenu récemment du Cabo Delgado, qui est un pays que Jamie Williamson vient de citer dans son intervention, et qui est un pays qui a vu aussi l'intervention d'un certain nombre d'acteurs privés de la sécurité, avec notamment un groupe un peu moins conventionnel sud-africain. Et s'il vous plaît, il nous serait agréable pour nos auditeurs peut-être d'entendre un petit retour d'expérience sur ce que vous avez vécu, et vous pouvez peut-être commencer, si vous le souhaitez, par vous présenter rapidement pour que nous puissions appréhender votre expertise, mais nos auditeurs n'ont aucun doute sur votre très grand professionnalisme au regard du CV que je connais. Donc, mon pseudo, c'est Pedro. Donc, j'étais 20 ans dans les forces spéciales.
Après, j'ai dans le monde de la sécurité industrielle l'Irak, protection maritime, protection de personnalité. Et donc, tout récemment, au Mozambique, Cabo Delgado, il y a eu donc ces fameuses attaques régulières septembre l'année dernière, fin d'année, début d'année en janvier, mais c'était toujours des attaques on va dire, des insurgents locaux. C'est-à-dire qu'ils attaquaient le village par la brousse, par la route. Ils tiraient, ils tuaient 2-3 personnes, enfin quelques personnes dans les villages. Ils mettaient le feu. Mais avant de mettre le feu, ils fouillaient dans les maisons parce qu'ils avaient faim. C'était des gars locaux. Après, la dernière attaque qu'il y a eu, qui a fait des gros dégâts, donc le 25 mars, ils sont venus en renfort, donc de 3 endroits différents pour attaquer la ville de Palma. Donc des purs et durs somaliens, éthiopiens, je ne sais pas d'où ils venaient, par où ils sont passés, mais ils sont venus en force et peu de cadeaux. Donc ils ont attaqué la ville de Palma en voiture. Déjà, ils avaient infiltré la ville discrètement, ils sont venus en bus, je ne sais pas comment, ils étaient déjà sur place, certains, infiltrés. Et quand ils ont donné le top, donc ça a été tout ce qui se trouvait sur leur passage, tirer, tuer, et finir à la machette. Ça a été un carnage. Les policiers, les militaires ont fait ce qu'ils ont pu, mais bon, on avait beau souvent leur dire ce qu'on croisait, mais vous avez tous vos chargeurs gréés. En fait, il n'y en avait qu'un. Donc, dès qu'ils avaient tiré toute leur rafale, pareil que les autres, ils prenaient la poudre d'escampette, policiers, militaires, civils, donc en direction du camp, le grand projet qui est sur place là-bas à 15 km. Voilà, en gros, ce que je peux dire, c'est que donc ils étaient bien organisés et ils ont continué parce qu'ils étaient toujours infiltrés dans la population. La population qui est restée sur place régulièrement, elle se faisait attaquer. Donc toute la population de la ville de Palma a fui vers le gros projet de gaz qui est en cours. Comme c'est un sanctuaire très sécurisé par rapport au fait qu'il y a double clôture, des policiers, des militaires tout autour, ils ont créé ce qu'on appelle des bastions, donc c'est des mini-fortins de 15-20 gars tout autour, tous les 2-3 kilomètres. Après, le projet, ce qu'ils voulaient faire dans le projet, c'était tout le long de la route de Palma vers Mocimboa da Praia, c'était donc sécuriser la route. Et pour sécuriser la route, ils ont créé, donc ils ont mis en place des fortins qui pouvaient recevoir par contre entre 40 et 50 personnes. C'est celui-là qui a été attaqué, si je me rappelle bien, vers fin novembre, décembre. Là, ils avaient attaqué le village, mais ils ont surpris tout le monde parce qu'ils sont venus par la forêt. Donc, même technique, attaquer le village, tuer, mettre le feu. Pareil, avant de mettre le feu, chercher de la nourriture. D'accord. Donc là, merci Pedro pour ce témoignage et pour ce retour d'expérience. Jamie Williamson, je me tourne vers vous. On voit bien que dans les États à basse gouvernance ou à faible gouvernance, souvent les forces sécuritaires, armées et police ne suffisent pas à assurer la sécurité de leurs concitoyens. Et alors, on imagine encore moins lorsqu'il s'agit de sécuriser des ressortissants étrangers ou des compagnies étrangères qui interviennent dans le pays, dont l'intervention dans le pays est nécessaire ou pour le développement ou pour créer de l'emploi. Et en fait, on tombe dans un cercle vicieux horrible. C'est que la dégradation sécuritaire conduit à encore plus de dégradation du développement et encore plus d'appauvrissement des populations. La nécessité sécuritaire est donc bien vitale. Clairement vitale. La question qui se pose, moi je poserai la question. Mais qui sont ces acteurs? Parce que si on regarde un petit peu le débat et ce qu'on voyait en termes de rapports qui sortaient de Cabo Delgado, au tout début, il y avait des mentions du groupe russe, le Wagner Group, au tout début, je ne crois pas qu'ils sont restés très très longtemps. Après quoi, le groupe sud-africain, le Dyke Advisor Group, qui était là pour soutenir éventuellement c'était plutôt sur anti-poaching, la police. Et je crois qu'ils sont venus à l'aide, en fin de compte, de
des forces de la défense mozambicaines. Et puis, il y a bien toutes les autres entreprises de sécurité qui travaillent avec les grosses boîtes de gaz, Total, ExxonMobil, ainsi que les agences humanitaires. Et donc, je crois que le débat, c'est là où il y a un petit peu ces confusions, c'est quels sont les acteurs, quelles sont les responsabilités et quelles étaient les actions les uns et les autres. Et puis, bien sûr, il y a les libellés de mercenariat aussi, qui ressort assez souvent dans les médias. Oui, ça rejoint donc la conversation que nous avions précédemment sur le fait que les parties prenantes impliquées dans ce type de situation dégradée doivent absolument savoir quels sont les acteurs en place, donc conduire une sorte de due diligence en amont, un recensement des acteurs, et que les parties prenantes opérationnelles, oil and gas ou mining, lorsqu'elles sous-traitent ou qu'elles contractent des prestataires de sécurité locaux, doivent absolument s'assurer de leur crédibilité, de leur gouvernance et de leur professionnalisme. Et après, vous avez raison, Jamie, de souligner comment se répartissent les responsabilités lorsque vous avez une attaque d'insurgés de plusieurs nationalités qui arrivent en étant déjà infiltrés. Ça veut dire qu'en fait, ce type de situation est extrêmement complexe à juguler. Et lorsque les services de sécurité régaliens ne suffisent plus, derrière, eh bien, les gens font appel un petit peu à qui ils peuvent, et on retombe sur le type de société que vous venez de citer, que ce soit les Russes ou les Sud-Africains, dont la gouvernance n'est pas celle que ICOCA promeut. Oui, donc moi, ce que juste une petite nuance là. Je crois que sur le Wagner Group, plus compliqué, plus contentieux. Ce Dark Advisory Group, sur papier et sur ce qu'ils ont fait, c'est du positif. Il y a eu des rapports contre Amnesty International, etc. Mais bon, ça, c'est des allégations. Je ne peux pas parler à propos des allégations, mais en termes de réputation, en termes de comment ils sont encadrés et comme compagnie en tant que telle, le Dark Advisory Group, moi, je dirais, n'a rien à faire avec le Wagner Group. Je suis absolument d'accord. C'est un petit peu aussi ce que j'ai lu et ce que j'ai cru entendre et comprendre. Cependant, je voulais prendre quelques précautions, mais de mon point de vue, c'est totalement personnel, il me semble que The Dick Advisory Group a été sollicité pour prêter main forte et donner un coup de main pour sécuriser, protéger des civils ou des ressortissants étrangers. Et bien évidemment, on ne peut pas comparer son action avec celle du groupe Wagner qui défraie aujourd'hui la chronique, ou d'autres sociétés du type de celles qui sont intervenues en Haïti récemment, puisqu'il semble y avoir là aussi une intervention extérieure qui n'est pas conforme au type d'entreprise de sécurité dont nous faisons la promotion au sein de ICOCA. Jamie, d'autres questions ou d'autres réactions suite au petit témoignage de Pedro, dont je remercie pour sa clarté et pour sa transparence? Pour Pedro, ce serait plutôt la question en termes du suivi, parce qu'on a vu éventuellement ce qui s'est passé à Cabo Delgado, à Palma, etc. Mais le status quo est présent pour l'instant. Il y a encore ces concessions de gaz naturel. Total s'en est ressorti un petit peu, je crois que c'est une pause pour l'instant pour voir ce qui se passe. Il y a encore cette crise humanitaire, et puis il y a encore le conflit qui gère. Et on voit éventuellement des forces portugaises, européennes qui vont peut-être venir pour faire du training. Donc en termes des mois, sinon années à venir, de quoi sera l'air, ce status quo? Est-ce que ça va évoluer d'une façon positive ou c'est encore beaucoup plus difficile à gérer? Pedro, si je peux intervenir. Oui, bien sûr, avec plaisir. Si je peux intervenir. Voilà, en fait, donc la population locale est très méfiante des forces armées, police, etc., parce que c'est les premiers à racketter. Donc, quand il y a eu tous ces... Donc, avec les Russes, ils faisaient un peu du n'importe quoi là-bas. Donc, ça n'a pas du tout passé au niveau de la population qui se dit ils viennent pour nous aider. Mais en fait, ils font la même chose que les militaires ou les policiers. Par contre, pour revenir à la compagnie sud-africaine, elle a fait du très bon boulot, effectivement, parce qu'elle participait activement à la recherche sur le terrain. Après, il y avait le problème du ravitaillement des hélicos parce qu'ils devaient retourner à Pemba pour se ravitailler. Ils ne pouvaient pas ravitailler directement sur Palma, enfin sur le site à Fungi. Enfin, ça a été compliqué. Après, pour revenir aux exactions, effectivement, les Russes, ils ont une manière de faire qui ne passe pas du tout. Vous voyez en Centrafrique, etc. Donc la population est très méfiante et c'est paradoxal. Ils se tournent plus vers le côté, comme c'est très musulman là-bas, ils se tournent vers ces gens-là en plus. Ils les massacrent, mais ils se tournent quand même vers eux. C'est à pas trop comprendre, quoi. C'est très, très paradoxal. Super, Jamie, un commentaire?
Bon, pour moi, c'est un contexte sur lequel il faut encore avoir plus de visibilité. C'est clair que les dynamiques régionales sont là. Il y a potentiellement le spillover dans le sud de la Tanzanie et dans d'autres pays de la région SADC. Donc, c'est clairement un contexte à suivre, en particulier pour tout ce qui est entreprise, sécurité privée et leur donneur d'ordre. Ben écoutez, Jamie, merci. Je pense que ce sera quasiment le mot de la fin, puisque c'était donc notre premier podcast Checkpoint, le podcast dédié aux renseignements, à la défense et aux questions de sécurité. Merci pour ce premier exercice qui n'est pas très habituel pour nous. Merci à Pedro pour votre disponibilité depuis le Portugal. Merci Jamie Williamson de ICOCA. Merci à Maître Jean-Baptiste Juzo qui nous a accompagnés sur la première partie de ce podcast dédié au continuum de sécurité. Et bien sûr, merci à Vince Sward de Sarabande en Afrique du Sud qui nous a fait un petit point de situation rapide de ce qu'il se passe dans son pays. Jamie, en fonction des prochains podcasts, peut-être que nous aurons l'occasion de vous avoir de nouveau au regard de l'actualité chargée en matière de gouvernance, d'éthique, de bonnes pratiques dans les métiers et dans l'industrie privée de la sécurité. Encore, merci à vous tous, merci aux auditeurs qui suivront ce podcast et nous comptons sur vos retours et nous espérons vous retrouver rapidement courant septembre pour le podcast numéro 2 de Checkpoints, le podcast dédié aux questions de défense, de sécurité et de renseignement. Merci à vous tous, bonne fin de journée, au revoir.